Imaginez un instant que vous êtes au sommet du monde, des milliards sur le compte, un empire bâti à la sueur et à l'intelligence, et le pouvoir de déplacer des montagnes d'un claquement de doigts. Maintenant, imaginez que tout cela est sur le point de s'effondrer, pas par une erreur de votre part, mais par un secret ancestral, verrouillé dans des symboles que personne ne peut déchiffrer. Le désespoir se resserre, l'arrogance cède la place à la peur. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance, d'avoir tout et soudain de ne rien avoir? C'est dans cet abîme que se trouve notre protagoniste. Un homme qui méprisait la sagesse des autres, qui croyait que la logique et la science étaient les seules vérités, est sur le point de voir son monde bouleversé. Mais que se passerait-il si la clé de son salut ne se trouvait pas dans les grandes salles de l'académie, mais dans les yeux d'un enfant, dans un lieu où l'espoir semblait avoir été oublié? Et si cet enfant, avec son innocence et une connexion inexplicable avec le passé, était le seul capable de démêler le mystère qui menace de tout détruire? Préparez-vous à un voyage où la foi, l'intuition et la puissance de l'esprit entrent en collision avec la froideur de la raison, révélant que les plus grandes vérités se cachent souvent dans les cœurs les plus purs. Le brouillard dense et froid des premières heures de São Paulo enveloppait les gratte-ciel, mais à l'intérieur du toit luxueux, dans le quartier des Jardins, l'ambiance était encore plus froide. Le docteur Kendi Tanaka, un médecin milliardaire d'origine asiatique, dans la quarantaine, marchait d'un côté à l'autre de son bureau, la mâchoire bloquée dans une tension presque palpable. Ses yeux, habituellement astucieux et calculateurs, brûlaient maintenant d'une fureur contenue. 50 des plus grands noms de la médecine, historiens et linguistes spécialisés dans les textes anciens, venus du monde entier, avaient passé des semaines à lutter sur les parchemins qu'ils gardaient sous haute sécurité. Et le résultat? Un échec retentissant. Personne, absolument personne, n'était capable de déchiffrer les écrits qui gardaient le secret de la formule ancestrale de sa famille, la base de tout son empire pharmaceutique. Impossible, grogna-t-il, jetant la tablette contre l'écran géant qui projetait l'image de l'un des parchemins vieux de 200 ans. Le verre se fendit en une toile de fissure, mais l'image du texte ancien resta, zombifiée. Comment des documents de mes propres ancêtres peuvent-ils être illisibles? Comment? Sa voix résonna dans le silence oppressant du bureau, rempli d'un mélange de colère et de désespoir. Près de la porte, son assistant, Marcus, un jeune homme toujours impeccable et efficace, resta immobile, les dossiers pressés contre sa poitrine comme un bouclier. Monsieur, le docteur Lucia, de l'université de Coimbra, dit que le dialecte est extrêmement obscur, très ancien. La terminologie médicale précède tous les enregistrements connus. Elle suggère que... Qui parle? Il tourna les talons, ses yeux sombres étincelants. Je ne paie pas les gens pour suggérer. Marcus. Je les paie pour livrer des résultats. L'audience est dans 60 jours. 60 jours. Marcus. Si nous ne pouvons pas prouver que mon arrière-grand-père a créé cette formule, la moyenne mondiale, notre concurrent, prendra tout, l'entreprise, la recherche, tout, 2,8 milliards de réais. C'est ce qu'il réclame. À l'âge de 42 ans, Kendi Tanaka avait bâti son empire avec une précision impeccable. Il a transformé un héritage de 10 millions en un géant pharmaceutique de 4,2 milliards de réais, par pure volonté et une stratégie calculée. Il exigeait la perfection, n'acceptait rien de moins que l'excellence et n'avait aucune patience pour l'échec. Son costume italien, qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, ne pouvait cacher la tension qui irradiait de son corps engourdi, divorcé depuis 8 mois, sans enfant, émotionnellement distant de tous. Il vivait selon la philosophie dure de son père. L'émotion est une faiblesse, la logique c'est le pouvoir. L'entreprise que son arrière-grand-père, le docteur Hiroshi Tanaka, avait fondée en 1823, pendant la période Edo au Japon, était maintenant au bord de la destruction. Les vieux parchemins médicaux,
exposés dans son bureau dans des boîtes climatisées et sur des écrans spécialisés, contenait la révolutionnaire formule des 5 éléments, la fondation du produit phare de Tanaka Pharmaceuticals, mais sans traduction, sans preuve de la création originale. Le procès de la corporation rivale lui prendrait tout. Peut-être pourrions-nous, commença Marcos, mais un mouvement à la porte l'interrompit. Donna Maria, la femme de ménage, apparut avec la petite main de son fils, Lucas, serré contre elle. Le visage de la femme était apologétique, presque craintif. « Docteur Kendi, je suis désolé de vous déranger. Il y a eu une urgence dans le programme d'activité de Lucas après l'école, et j'ai dû l'amener ici. Je promets que nous resterons dans la cuisine, et pas maintenant, aboya Kendi, les regardant à peine. Ne voyez-vous pas que je suis au milieu de quelque chose de critique? Mais le garçon ne recula pas. Lucas, âgé de seulement 8 ans, resta parfaitement immobile. Ses yeux étaient morts fixés, non pas sur le visage irrité de Kendi, mais sur les vieux parchemins affichés sur l'immense écran de projection. Trop jeune pour son âge, il avait déménagé de la campagne du Minas Gerais avec sa mère 9 mois plus tôt, cherchant de meilleures opportunités dans la capitale, même depuis la porte, même avec sa taille. Quelque chose dans ses caractères exposés avait capturé son attention complète. « Maman », chuchota Lucas, sa voix presque inaudible. Pour ses papiers, ils ne sont plus silencieux. Kendi s'arrêta au milieu de son pas, sa colère momentanément remplacée par la confusion. Quelle est cette absurdité? Le visage de Madame Maria s'étouffa de honte. « Lucas, silence. Le docteur Kendi est très occupé. Attendons là-bas. » Elle tira doucement la main du fils, mais l'enfant ne bougea pas. « Ils veulent d'eau parler. » Lucas continua, regardant toujours les parchemins, avec une intensité qui semblait impossible pour quelqu'un de si jeune. Ils ont attendu si longtemps pour raconter leur histoire. Quelque chose dans son ton, pas une fantaisie enfantine, mais une certitude calme, fit faire une pause à Kendi. Il étudia le garçon correctement pour la première fois depuis que Madame Maria avait commencé à travailler pour lui. Petit pour son âge, peau foncée, comportement calme, mais des yeux qui semblaient tant détenir quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il connaissait. « Les papiers veulent me parler. » La voix de Kendi résonna de scepticisme, mais il y avait un éclair de curiosité maintenant. « Et que veulent-ils te dire exactement ces vieux papiers, mon garçon ?» La prise de Madame Maria sur l'épaule de son fils s'intensifia. « Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Il a une imagination très vive. »« Nous allons partir tout de suite. »« Non !» Kendi leva la main, son instinct d'affaires surmontant son irritation. Il avait bâti sa fortune en reconnaissant les opportunités que d'autres perdaient, en regardant là où d'autres ne pensaient pas à regarder, et maintenant, avec 50 spécialistes ayant échoué et 60 jours se restant. Qu'avait-il à perdre? Laisse-le parler. Dis-moi, Lucas, que signifient ces vieux mots pour toi? Lucas trouva enfin ses yeux et, pendant un bref instant, Kendi sentit quelque chose changer dans l'air autour d'eux, comme si l'enfant voyait à travers sa colère son désespoir, sa peur. Le garçon marcha lentement, presque avec révérence, jusqu'à se tenir devant l'immense écran de projection. Ses petits doigts s'étirèrent, planant près de l'écran mais sans le toucher. « Celui-ci, » dit Lucas, pointant un parchemin couvert de caractères élaborés qui avaient dérouté tous les spécialistes. « Il parle de guérison, d'un remède fait de racines qui poussent là où dorment les tigres de montagne et de prairies bénies par la lune d'automne. » La pièce était dans un silence absolu. Les dossiers de Marcos glissèrent de ses doigts, s'éparpillant sur le sol en béton poli. Le visage de Donna Maria devint pâle, sa main couvrant maintenant sa bouche sous le choc. Kendi sentit son cœur battre contre ses côtes. La montagne où dorment les tigres, les prairies bénies par la lune d'automne. Ces descriptions poétiques et spécifiques apparaissaient dans ses dossiers familiaux confidentiels. Des documents que seul lui et son défunt père connaissaient. Personne en dehors du cercle intime de la famille Tanaka ne connaissait ces détails,
Il n'avait jamais été numérisé, jamais partagé avec l'équipe juridique, jamais prononcé à haute voix dans ce bureau. Comment? Sa voix sortit rauque, incontrôlée. Comment peux-tu savoir ça? Lucas le regarda avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. Parce que les chuchotements me le disent. Les guérisseurs qui ont écrit ces mots veulent être entendus à nouveau. Ils sont restés silencieux pendant longtemps. Kendi s'enfonça lentement dans sa chaise, son esprit parcourant les impossibilités, son monde logique soigneusement construit, penchant sur son axe. Cela ne pouvait pas arriver. Un enfant de 8 ans de la campagne du Minas Gerais, sans formation en mandarin, ne pouvait pas lire ce que 50 spécialistes de classe mondiale ne pouvaient pas déchiffrer. C'était impossible, et pourtant... Alors dis-moi, chuchota-t-il, se penchant en avant. Dis-moi tout ce que ces parchemins chuchotent. La petite voix de Lucas remplit la pièce, récitant des phrases dans un mandarin ancien, impeccable qu'il ne devrait même pas connaître. Les formules médicales coulaient pour de ses lèvres, avec des mesures de précises et des méthodes de préparation, des proportions d'ingrédients, le temps de récolte, chaque détail correspondant parfaitement aux dossiers familiaux de Kendi. Donna Maria regardait sous le choc, ses mains couvrant toujours sa bouche, incapable de comprendre ce que faisait son fils. Marcos ramassa frénétiquement son téléphone, enregistrant chaque mot, son expression étant un mélange d'admiration et d'incrédulité. Et Kendi Tanaka, l'homme qui avait bâti un empire sur la logique et les données, sur la réalité mesurable et le risque calculé, réalisa que tout ce qu'il pensait comprendre du monde était sur le point de changer. Ce garçon impossible pourrait être le seul à pouvoir sauver tout ce qu'il avait construit. Mais comment et pourquoi? Kendi ne dormit pas cette nuit-là. Il passa des heures dans son bureau, révisant les traductions de Lucas comparées aux dossiers privés de sa famille. Chaque détail correspondait parfaitement, non seulement approximativement, mais exactement, y compris les nuances et les phrases de poétique qu'aucun étranger ne pouvait connaître. Le garçon avait récité des formules médicales avec une précision qui nécessiterait des décennies d'études spécialisées. Pourtant, il avait 8 ans et n'avait jamais été exposé aux Chinois classiques. Son penthouse semblait différent maintenant, comme si la réalité elle-même avait changé. L'espace minimaliste qui représentait autrefois le contrôle et l'ordre semblait maintenant une illusion soigneusement construite, soudainement révélée comme fragile. À 7 heures du matin, Kendi convoqua Madame Maria et Lucas au penthouse. Madame Maria, 34 ans, était une mère célibataire qui avait déménagé à São Paulo 9 mois plus tôt, après avoir perdu son emploi dans le Minas Gerais. Elle travaillait dans plusieurs emplois de nettoyage pour soutenir Lucas, vivant dans un petit appartement de la zone Est. Le père de Lucas était absent depuis avant sa naissance, lorsque Kendi avait embauché Madame Maria par l'intermédiaire d'une agence. Elle avait été professionnelle, calme, jamais intrusive, gardant une distance parfaite entre employeur et employé. Maintenant, cette distance était sur le point de s'effondrer, à leur arrivée. Marcos avait déjà préparé un espace de travail privé. L'assistant efficace avait aménagé une salle climatisée avec des meubles adaptés aux enfants, un éclairage doux et le parchemin original apporté du coffre-fort sous haute sécurité. L'avocat principal de Kendi, le docteur Ricardo Almeida, attendait avec son équipe juridique, tablette prête et assise dans le coin, observant en silence, se trouvait le docteur Sofia Mendes, une neurologue pédiatrique de l'USP, que Kendi avait contactée à 5 heures du matin. « Madame Maria », commença Kendi, sa voix plus lourde que la fureur d'hier, « j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Avec votre permission, j'aimerais tester les compétences de Lucas plus en profondeur. » L'instinct protecteur de Madame Maria s'enflamma immédiatement. Le testeur, Docteur Kendi. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais Lucas n'est qu'un enfant. Je ne permettrai pas qu'il soit traité comme une expérience de laboratoire. Je comprends votre inquiétude, dit Kendi. Et, étonnamment, il le ressentait vraiment. Le docteur Sofia est ici pour assurer le bien-être de Lucas. Nous procéderons avec gentillesse,
avec une pause chaque fois qu'il en aura besoin. Mais si sa capacité est authentique, Madame Maria, il peut sauver mon entreprise, et en retour, je garantirai votre avenir à tous les deux. Il exposa sa proposition, tripler le salaire de Madame Maria, établir un fonds éducatif pour Lucas, des protections juridiques pour les deux. Madame Maria hésita, cherchant sur son visage la tromperie ou l'exploitation. Ce qu'elle trouva à la place était un désespoir mêlé à quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une sollicitude authentique. « D'accord, dit-elle finalement, mais je reste avec lui tout le temps. » Lucas s'assit à la petite table, calme, d'une manière qui inquiétait Candy. Le garçon ne montrait aucune anxiété, aucune conscience de l'impossibilité de ce qu'il avait fait. Marcos avait fourni un crayon de couleur et du papier pour dessiner pendant les pauses. Candy présenta un parchemin différent, un que Lucas n'avait jamais vu. « Peux-tu lire ceci ?» Lucas l'étudia en silence. Aucune hésitation, aucune incertitude. Puis il commença à traduire avec cette même voix, claire et sûre. Ceci concerne le traitement des maladies des respiratoires. Le guérisseur dit d'utiliser des fleurs de chèvrefeuille récoltées le matin, combinées avec de la racine d'Alcassus dans un rapport de 3:1. Laissées infuser dans l'eau chaude jusqu'à la température où de petites bulles apparaissent pour la première fois, sans bouillir. La récolte doit avoir lieu au 5e mois lunaire, lorsque les fleurs contiennent la plus grande essence curative. Docteur. Ricardo croisa la traduction avec les dossiers familiaux. Son expression passa du scepticisme au choc. C'est une correspondance exacte à 100%, même la description spécifique de la température et du moment lunaire. Le docteur Sofia se pencha en avant, sa fascination scientifique visible. Lucas, peux-tu expliquer comment tu fais cela? Que se passe-t-il dans ton esprit quand tu lis ces parchemins? Lucas lutta pour articuler. C'est comme si les mots avaient des voix, pas fortes, mais claires. Il chuchote ce qu'ils signifient. Il fit une pause, réfléchissant. Le guérisseur qui a écrit ceci était inquiet pour les enfants. Je peux sentir son inquiétude. Il a perdu sa propre fille à cause de la fièvre pulmonaire. Alors il a travaillé dur pour trouver un remède pour d'autres familles. Le docteur Sofia vérifia ses notes, puis soupira doucement. Les documents historiques confirmaient dire que l'auteur du parchemin avait réellement perdu un enfant à cause d'une maladie respiratoire. Il n'y avait aucun moyen pour Lucas de savoir cela. Le scepticisme de Candy diminua avec l'augmentation des preuves. Sa vision du monde entier, bâtie sur la logique, les données et la réalité mesurable, ne pouvait pas accommoder ce dont il était témoin. Cependant, la preuve était indéniable. Dans les heures suivantes, Lucas traduisit 5 autres parchemins. Chaque traduction était parfaite, révélant des formules médicales et des connaissances qui avaient été cachées pendant 2 siècles. Il travaillait calmement, méthodiquement, prenant des pauses pour dessiner avec les crayons de couleur que Marcus avait fournis. Ses dessins étaient remarquables. Des croquis détaillés d'herbes, de montagnes, de rivières qu'il n'avait jamais vues. Le docteur Sofia mena des tests cognitifs pendant les pauses, activité cérébrale normale, sauf pour des schémas inhabituels dans les centres de traitement du langage. Aucune explication médicale pour ses capacités. Ensuite, Lucas s'approcha du parchemin central, qui était le plus important. « C'est l'important », dit-il doucement. La formule de guérison pour les 5 éléments. Il commença à lire, et Candy sentit sa respiration s'arrêter. Lucas énuméra des ingrédients avec des descriptions poétiques qui lui donnèrent des frissons. Feux de montagne où dorment les tigres, baies de goji bénies par la lune d'automne, racines de l'arbre aux pleurs d'argent, graines de fleurs qui fleurissent dans la neige, eau de la source qui reflète les étoiles. Ces phrases exactes apparaissaient dans le journal du père de Candy, partagé avec Candy avant sa mort, 3 ans auparavant. Des documents jamais numérisés, jamais montrés sa personne. Seul Candy les connaissait. Impossible. Candy regardait Lucas travailler, son esprit en ébullition,
Il se souvint que son père avait dit un jour que certaines connaissances vivent dans le sang et les os, transmises de génération en génération de manière que la science ne peut mesurer. Candy avait écarté cela comme une absurdité poétique, la sentimentalité d'un vieil homme. Maintenant, il n'était sûr de rien. Lucas leva les yeux vers le parchemin, trouvant les yeux de Candy. « Docteur Candy, le guérisseur qui a fait cette formule, il est de votre famille, n'est-ce pas ?» Candy sentit sa gorge serrée. « Il était gentil, » dit simplement Lucas. « Je peux le sentir dans ses mots. Il voulait aider les gens qui souffraient. » Une pause, puis quelque chose perça l'armure soigneusement fabriquée de Candy. Il serait triste que les gens se battant pour son médicament maintenant. Il voulait qu'il guérisse, pas qu'il cause de la douleur, pour la première fois depuis des années. Candy ressentit une émotion au-delà de la colère ou de l'ambition. Honte, regret, la reconnaissance qu'à un moment donné, il avait perdu de vue la raison pour laquelle son ancêtre avait créé la formule en premier lieu. Le docteur Sophia se leva, révisant ses notes détaillées. « Docteur Candy, je dois être direct avec vous. Les compétences de Lucas sont scientifiquement inexplicables, mais empiriquement authentiques. Je peux documenter ce qu'il fait, mais je ne peux pas expliquer comment il le fait. » Le docteur Ricardo ferma sa tablette. « Nous avons suffisamment de traductions pour commencer à construire notre défense juridique. Les détails et la précision sont irréfutables. Si nous pouvons authentifier ces traductions de manière indépendante, nous pouvons gagner cette affaire. » Mais Lucas s'arrêta soudainement, la tête penchée comme s'il entendait quelque chose que lui seul pouvait entendre. « Il y en a un de plus, » chuchota-t-il. « Un parchemin de plus qui appartient à ceux-ci, mais qui est loin. » Candy se pencha en avant. « Loin d'où ? De l'autre côté de l'océan, avec quelqu'un de vieux, quelqu'un qui attend. » Le jeune visage de Lucas se plissa de concentration. Le parchemin appelle, mais il est si faible. Il est seul depuis si longtemps. La pièce était silencieuse. Candy réalisa avec une clarté soudaine qu'il n'avait y trouvé qu'une partie de la réponse. La vérité complète était ailleurs, avec quelqu'un d'inattendu, et d'une manière ou d'une autre, ce garçon impossible était le seul à pouvoir entendre son appel. Donna Maria posa une main protectrice sur l'épaule de Lucas. « Mon fils, que veux-tu dire ? Quel parchemin ? Celui qui rend tous les autres complets, » dit Lucas, comme la dernière pièce d'un puzzle. « Sans lui, l'histoire n'est pas finie. Et l'histoire doit être finie. Maman, il a attendu longtemps pour être à nouveau entier. » Candy trouva les yeux du docteur Ricardo. L'expression de son avocat reflétait ses propres pensées. C'était impossible. Il ne pouvait pas aller à l'autre bout du monde sur la base de l'intuition mystérieuse d'un enfant de 8 ans. Pourtant, tout ce que Lucas avait dit jusqu'à présent était vrai. « Où ? De l'autre côté de l'océan ?» Candy demanda doucement. « Peux-tu m'en dire plus ?» Lucas ferma les yeux. « Quelque part avec de vieux bâtiments et des montagnes. Quelque part qui sent comme chez toi. Même si tu es parti. » Ses yeux s'ouvrirent. Une vieille sagesse sur le visage d'un enfant. Le parchemin sait que tu le cherches maintenant. Il était resté en sécurité, attendant le bon moment. Et la personne qui l'a, elle attend aussi. Candy sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Japon. Lucas décrivait le Japon, où le grand-père de Candy avait vécu, où les racines de la famille Tanaka étaient remis profondes. Mais qui aurait le parchemin manquant? Et comment Lucas pouvait-il savoir qu'il existait? « Je dois passer quelques appels, » dit Candy, se levant brusquement. Son esprit parcourait déjà les possibilités, les contacts au Japon, les membres de la famille qu'il avait négligés pendant des années dans sa quête de profit. Alors que Donna Maria se préparait à ramener Lucas à la maison, le garçon se tourna vers Candy. « N'attendez pas longtemps. Docteur Candy, le parchemin est très vieux, et la personne qui le garde aussi. Certaines choses ne peuvent pas attendre éternellement. » Les mots portaient un poids qui rendait le monde soigneusement contrôlé par Candy encore plus précaire. Tout était sur le point de changer. Il pouvait le sentir. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation de Lucas sur le parchemin manquant.
L'équipe juridique de Kendi travaillait frénétiquement, préparant sa défense avec les traductions existantes. Le docteur Ricardo avait monté un dossier impressionnant basé sur ce que Lucas avait déjà déchiffré. Mais Kendi ne pouvait pas sortir les mots du garçon de sa tête. Il appelle de l'autre côté de l'océan. Son esprit logique insistait sur le fait que c'était impossible. Courir à l'autre bout du monde sur la base de l'intuition mystique d'un enfant de 8 ans défiait tous les principes commerciaux qu'il avait toujours suivis. Pourtant, Lucas avait tout juste, dans chaque chose impossible. Kendi ordonna à Marcos de faire des recherches sur l'histoire de la famille. Creusant plus profondément que les dossiers d'entreprise et les documents de propriété, il contacta des parents à Tokyo avec qui il n'avait pas parlé depuis des années. Des conversations étranges avec des tantes et des oncles qui reconnaissaient à peine sa voix. Sa tante, Akemi Tanaka, fournit l'information cruciale. Son grand-père avait un mentor, dit-elle. Sur la ligne internationale, le professeur Harumi Sato. Elle était spécialiste en médecine traditionnelle et en textes anciens. Ils étaient très proches avant sa mort. « Est-elle encore en vie ?» demanda Kendi, son pouls barreau s'accélérant. « Oui, 87 ans maintenant, vivant toujours à Tokyo, dans la vieille maison de Yanaka. Son grand-père lui a confié beaucoup de choses. » L'appel au professeur Harumi fut organisé par sa tante. Lorsque la vieille femme répondit, sa voix était faible, mais tranchante, coupant les formalités avec une précision chirurgicale. « Petit-fils de Hiroshi Tanaka, » dit-elle. « Pas une question, mais une évaluation. Votre grand-père serait déçu de ce que vous êtes devenu. Tout le business sans un cœur. » Les mots firent plus mal que Kendi ne l'attendait. « Professeur Harumi, je fais face à une crise, un procès qui peut détruire mon entreprise. J'ai découvert d'anciens parchemins, et il y a un enfant qui peut les traduire. Il dit qu'il y a un autre parchemin caché de l'autre côté de l'océan, avec quelqu'un qui attend. Un long silence sur la ligne. Puis, un enfant qui a entendu les ancêtres. Son grand-père a dit qu'un viendrait. » Le pouls bas de Kendi s'emballa. « Que voulez-vous dire ?» La voix du professeur Harumi s'adoucit avec le souvenir. « Il y a 40 ans, son grand-père m'a confié un parchemin, un brevet impérial de la dynastie Qing. Il a dit, garde-le en sécurité jusqu'au bon moment. Tu sauras quand ce moment viendra. Je l'ai pressé. Comment le saurais-je? Il a dit, quand un enfant qui a entendu ce que les autres ne peuvent pas viendra le chercher. Alors le moment sera venu. » Elle fit une pause, et Kendi entendit le bruissement du papier, le grattement du vieux bois. J'ai trouvé cela superstitieux, poétique dans sa vieillesse, mais j'ai tenu ma promesse. Je n'ai jamais révélé l'existence du parchemin à personne. Maintenant, vous m'appelez à propos d'un garçon qui traduit des textes impossibles. Peut-être que votre grand-père savait quelque chose que nous ne savions pas. Je dois voir ce parchemin. Kendi dit, vous pouvez tout sauver. Alors venez à Tokyo. Le professeur Harumi répondit, si cela compte assez, vous ferez le voyage. Sinon, le parchemin reste caché et amène l'enfant. Je veux le rencontrer. Le docteur Ricardo était inflexible dans son objection. Kendi, il nous reste 50 jours. Vous ne pouvez pas en gaspiller 3 à voler vers le Japon pour une intuition mystique. Nous avons suffisamment de traductions pour construire une défense solide. Mais quelque chose en Kendi avait changé. Le calcul prudent qui avait régi toute sa vie semblait soudainement insuffisant. Harumi et moi partons demain. Nous 3. Son équipe était choquée. Kendi Tanaka ne prenait jamais de décisions impulsives. Il n'opérait jamais par intuition au lieu de donner. Pourtant, il était là, volant à travers le Pacifique sur la parole d'un garçon de 8 ans. Madame Maria était des nerveuses à propos du voyage international. Elle n'avait jamais quitté le pays. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle le ferait. Mais Kendi fournit des arrangements de première classe, une documentation adéquate, tout traité avec une efficacité silencieuse. Lucas était calme, presque excité. « Le parchemin est heureux que nous partions, » dit-il en faisant son petit sac à dos. « Il a attendu si longtemps. Le vol de 12 heures d'eau vers Tokyo semblait, en même temps, interminable et très court.
Lucas était assis à la fenêtre, dessinant des images de montagnes et de temples qu'il n'avait jamais vus auparavant. Candy l'observait, fascinée et agitée par la certitude sereine du garçon. Madame Maria partagea plus sur l'enfance de Lucas pendant le vol, sa voix basse sous le bourdonnement du moteur. Il a toujours été différent. Quand il était petit, il parlait dans des langues que je ne reconnaissais pas. Une fois, il a décrit un marché en détail, les odeurs, les vendeurs, la disposition. Plus tard, il a vu un documentaire sur un marché japonais traditionnel. C'était exactement ce qu'il avait décrit. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Elle regarda son fils endormi. Les enseignants ont suggéré des tests d'autisme, des difficultés d'apprentissage, tout. Tous les tests sont revenus normaux. Il est juste différent. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Ils arrivèrent à Tokyo, à l'aube. Candy n'était pas revenu depuis 5 ans, depuis les funérailles de son père. La ville semblait à la fois familière et étrangère, modernisée au-delà de ses souvenirs, mais portant encore des échos de ses visites d'enfance. Lucas descendit de l'avion et fut complètement immobile. « C'est plus bruyant ici », chuchota-t-il. Tant de vieilles voix. Ils s'enregistrèrent dans un hôtel de luxe dans le quartier de Ginza. Lucas semblait surchargé par la densité de l'histoire autour de lui. Les couches de temps pressaient sur les os de la vieille ville. Le lendemain matin, ils prirent un taxi pour le quartier de Yanaka. Le quartier traditionnel était niché entre les tours réticentes du Tokyo moderne, un morceau préservé du Japon ancien avec des rues étroites et des maisons en bois aux toits incurvés distincts. La maison du professeur Harumi était petite mais impeccablement entretenue. La vieille femme apparut à la porte, naïve et aux yeux perçants, les étudiants avec une intensité qui rappelait douloureusement à Candy son grand-père. Son regard se fixa sur Lucas. « Alors tu es celui qui a entendu ?» Lucas fit une révérence respectueuse, exactement comme Madame Maria le lui avait appris. « Oui, Madame. » Les parchemins m'ont chuchoté. Les yeux du professeur Harumi se remplirent de larmes. Son grand-père aurait aimé le rencontrer. À l'intérieur, la maison japonaise traditionnelle était pleine de livres, de parchemins et d'herbes médicinales suspendues pour sécher. L'odeur de ginseng séché et de chrysanthème remplissait l'air. Le professeur Harumi servit du thé avec des mains qui tremblaient légèrement avec l'âge, mais sa voix restait ferme. Son arrière-grand-père, le docteur Hiroshi Tanaka, était un guérisseur. Elle commença en regardant Candy. Formé à la médecine traditionnelle japonaise et chinoise, il a voyagé en Chine pendant la dynastie Qing et a étudié avec des maîtres médicaux. Lors d'une épidémie de peste, il a créé la formule des 5 éléments et a sauvé des milliers de vies. Elle servit le thé dans des tasses en porcelaine délicate. L'empereur chinois a été si impressionné qu'il a accordé au docteur Hiroshi Tanaka un brevet impérial sans précédent pour un étranger. Elle alla donner à sa famille des droits exclusifs pour produire la formule scellée avec le propre sceau rouge de l'empereur. « Pourquoi mon grand-père l'a-t-il caché ?» demanda Candy. Le docteur Hiroshi Tanaka a ramené le brevet au Japon et l'a gardé caché, craignant que cela ne fasse de sa famille une cible pour le vol ou la manipulation politique. Il l'a transmis à son fils avec des instructions. Garde-le en sécurité. Partage-le seulement quand c'est absolument nécessaire. Le parchemin était passé à travers les générations, toujours caché, toujours protégé. Le regard du docteur Harumi était lointain. Son grand-père me l'a donné à garder. Il avait aussi un don, vous savez, pas comme celui de ce garçon, mais il pouvait sentir des choses que les autres ne pouvaient ni pas. Il m'a dit que son arrière-grand-mère avait aussi des compétences linguistiques inhabituelles. Elle pouvait lire des textes médicaux dans des langues qu'elle n'avait jamais étudiées. Elle regarda Lucas. Son grand-père croyait que certaines âmes portent une connaissance ancienne qui apparaît lorsque la famille a besoin de protection. Lucas était resté silencieux, écoutant avec cette concentration intense. Soudain, il parla. « Elle est ici. » Tout le monde se tourna vers lui. « Votre arrière-grand-mère,
dit Lucas. Ses yeux lointains, pas son esprit, mais son écho, sa connaissance. C'est sur les murs ici, sur le parchemin. Elle veut que vous compreniez. La main du docteur Harumi trembla, le thé se renversant légèrement. Que veut-elle qu'il comprenne? Que la guérison n'est pas une question de possession ou de profit. C'est une question de connexion. Lucas répondit, sa voix douce, mais pleine d'une sagesse qui transcendait son âge. La médecine fonctionne parce qu'elle porte l'intention, l'amour, le désir d'aider. C'est ce qui la rend puissante. Le docteur Harumi se leva lentement, se dirigeant vers un placard encastré dans le mur. Elle appuya sur un panneau caché, révélant un compartiment secret. De là, elle sortit une vieille boîte en bois, sa surface lisse au toucher de siècles de manipulation prudente. À l'intérieur, enveloppé dans de la soie rouge, reposait le parchemin du brevet impérial. Le sceau rouge de l'empereur était visible même à travers le tissu protecteur. Elle le donna à Lucas, pas à Kendi. Lit, enfant. Dis-nous ce qu'il dit. Lucas le déroula soigneusement, ses petites mains fermes, malgré le poids de l'histoire qu'il tenait. Ses yeux parcoururent les caractères, puis il commença à traduire, sa voix claire et précise. Ceci est un document officiel de la dynastie Qing, accordant des droits exclusifs de production pharmaceutique à Hiroshi Tanaka et à ses descendants de sang à perpétuité, irrévocable, scellé par l'autorité impériale. Il continua, énumérant la formule des 5 éléments avec des spécifications complètes, y compris des déclarations de médecins impériaux sur son efficacité. Daté de 1823, légal, contraignant, authentifié par la plus haute autorité de son temps. Mais il y a plus, dit Lucas doucement. Une note personnelle, ajoutée par Hiroshi Tanaka lui-même, écrite dans une encre différente, une calligraphie plus intime. Il lut, à mes descendants, qui auront ce document. Rappelez-vous que la guérison est un devoir sacré, pas une transaction commerciale. La formule que j'ai créée a sauvé des vies pendant une grande souffrance. Honorez ce but, que le profit serve la guérison, et non l'inverse. Si vous vous battez pour ce remède, vous déshonorerez ceux qui ont été sauvés par lui. Soyez des gardiens dignes. Les mots frappèrent Kendi comme un coup physique. Il avait passé des années concentré sur les marges de profit, la part de marché, le prix des actions. Quand était la dernière fois qu'il avait pensé aux patients que son remède aidait? Quand la guérison était-elle devenue secondaire par rapport à la victoire? Lucas le regarda avec ses vieux yeux. Il n'est pas en colère contre vous, Dr Kendi. Il comprend, mais il espère que vous vous souviendrez. Le professeur Harumi lui permit de prendre le brevet impérial avec la documentation appropriée. Elle témoignerait de son origine au tribunal si nécessaire. Kendi tint le parchemin, sentant son poids, plus que du papier et de l'encre. C'était un héritage, une responsabilité qu'il avait oublié qu'il portait. Lucas toucha doucement son bras. Les parchemins sont heureux maintenant. Ils sont tous ensemble à nouveau, racontant leur histoire complète. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, Kendi réalisa que la véritable histoire n'était pas de gagner un procès. C'était à propos de ce qu'il ferait après avoir gagné. Le garçon lui avait rendu son entreprise. Maintenant, la question restait, quel genre d'homme serait-il avec elle? Ils rentrèrent à São Paulo avec le brevet impérial garanti. Kendi était plus calme, plus pensif que son équipe ne l'avait jamais vu. Quelque chose de fondamental avait changé en lui, une fissure dans l'armure qu'il avait passé des décennies à construire. Et Lucas, dessinant paisiblement sur le siège à côté de lui, semblait tout ressentir. De retour à São Paulo, il restait 35 jours avant la date limite finale du tribunal. Le brevet impérial avait besoin d'une authentification par des spécialistes indépendants avant de pouvoir être présenté comme preuve. L'équipe juridique de Kendi fournit la vérification par le biais de plusieurs institutions, rassemblant des références et des preuves d'origine. Tout se passait bien jusqu'à ce que le docteur Ricardo entre dans le bureau de Kendi avec des nouvelles sombres. Medi Global exige ses propres tests, dit-il.
Ils veulent contester les compétences de Lucas directement. Le tribunal a approuvé leur demande. Kendi sentit sa mâchoire se serrer. Ils s'en prennent à un enfant de 8 ans. Ils sont désespérés. Ils savent que si les traductions de Lucas sont vérifiées, ils perdront tout. La configuration fut organisée dans la salle de conférence de l'Université de São Paulo, terrain neutre avec une sécurité adéquate. 5 spécialistes nommés par le tribunal étaient réunis. Le docteur Carlos Silva, un sinologue de l'USP, le docteur Ana Paula Costa, une historienne de la médecine traditionnelle chinoise de l'Université de Pékin, le docteur Eduardo Santos, un spécialiste en linguistique de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, le docteur Patricia Oliveira, une spécialiste de la dynastie Qing, et le docteur Marcelo Pereira, un psychologue pour enfants de l'Université de Campinas. L'équipe juridique de Mediglobal serait présente et, d'une manière ou d'une autre, les médias avaient pu découvrir l'histoire. Des manchettes sur l'enfant traducteur miraculeux circulaient. Déjà. Les caméras encombraient la rue à l'extérieur. La sécurité était rigoureuse à l'intérieur. Madame Maria était terrifiée. « Ils vont transformer ça en spectacle », dit-elle, sa voix tremblante alors qu'ils se préparaient de ce matin-là. « Ce n'est qu'un garçon, Dr Kendi. Et s'ils essaient de le tromper? Et s'ils lui font sentir qu'il est une aberration ?» Kendi se vit répondre avec une protection inattendue. « Je ne les laisserai pas lui faire du mal. Nous pouvons arrêter ça si vous voulez. Je trouverai un autre moyen. » Lucas entendit depuis la porte. « Tout va bien. Maman, les parchemins veulent être entendus. Je n'ai pas peur. » Madame Maria regarda Kendi, voyant une inquiétude authentique dans ses yeux. Au lieu d'un intérêt personnel calculé, elle donna son consentement, mais insista pour rester près de Lucas tout le temps. La salle de conférence était installée avec un éclairage adéquat et une chaise de la taille d'un enfant à la table de test. Les parchemins seraient présentés un par un, sous protection de verre, manipulés avec des gants d'archivage par les spécialistes. Le docteur Carlos Silva commença sceptique, sa voix portant un doute clair. « Ils s'attendent à ce que nous croyions qu'un enfant de 8 ans peut lire le mandarin classique, ce qui a dérouté certains des plus grands érudits du monde ?» Il présenta le premier test, un parchemin que Lucas n'avait jamais vu. Un texte médical sur une fracture osseuse utilisant une terminologie éteinte et des caractères qui précédaient la normalisation moderne. Lucas l'étudia en silence, aucune hésitation, aucune incertitude. Puis il commença à traduire, sa petite voix, ferme et claire. Ce parchemin décrit le placement des os cassés à l'aide de piquets en bambou. Le guérisseur recommande une pâte faite de coquilles, d'œufs broyés et de miel pour favoriser la guérison. Les os doivent être soigneusement alignés, puis fermement enveloppés, mais pas si serrés que le flux sanguin s'arrête. Le patient doit boire du bouillon d'os fait d'animaux spécifiques à la force. Précision parfaite, compréhension nuancée du contexte médical, connaissance historique qui ne devrait pas être accessible à un enfant. L'expression du docteur Carlos Silva passa du scepticisme à la confusion. Le professeur Ana Paula Costa augmenta la difficulté. Elle présenta des parchemins avec des caractères endommagés, des textes partiels, des dialectes obscurs avec lesquels même les érudits spécialisés luttaient. Lucas traita chacun avec calme et précision. Puis Lucas fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il corrigea des interprétations académiques de précédentes, soulignant où les caractères avaient été incorrectement transcrits dans la littérature académique existante. Le professeur Eduardo Santos vérifia avec les sources originales. Le garçon avait raison. La pièce était tendue, mal à l'aise avec l'impossibilité qui se déroulait devant eux. Le docteur Marcelo Pereira, le psychologue, se pencha en avant. « Lucas, peux-tu décrire ton processus quand tu lis ces parchemins? Qu'est-ce que tu ressens ?» Lucas réfléchit soigneusement. « J'entends les voix des guérisseurs, pas des mots exactement, mais des sentiments et de la sagesse.
Ils étaient inquiets pour les gens qu'ils essayaient d'aider. Il pointa un parchemin. Celui-ci semble lourd. Le guérisseur était triste parce qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. Le docteur Marcello vérifia ses notes, puis poussa un soupir de soulagement. Les dossiers historiques confirmaient que ce parchemin particulier avait été écrit lors d'une épidémie de peste, avec des taux de mortalité élevés. Il n'y avait aucun moyen pour Lucas de savoir cela juste par le texte. Le docteur Renata Vasconcelos, l'avocate principale de MedGlobal, intervint brusquement. Cela peut être une farce élaborée. Peut-être que l'enfant a été entraîné sur des textes spécifiques. J'exige des tests à l'aveugle, avec des parchemins que ni l'équipe du docteur Kendi ni l'enfant n'ont jamais vus. Les spécialistes acceptèrent. Ils récupérèrent des documents des archives rares de l'université, des parchemins qui n'avaient donc jamais été photographiés, jamais été numérisés, vus par seulement une poignée d'érudits dans des circonstances contrôlées. Lucas les traduisit impeccablement. L'expression confiante du docteur Renata commença à vaciller. Alors, en traduisant un parchemin en particulier, Lucas fit une pause. Sa petite tête ébouriffée. Il y a quelque chose d'étrange ici, comme une ombre derrière les mots. Il pointa ce qui semblait être un espace blanc sur le parchemin. Le docteur Carlos Silva récupéra un équipement d'éclairage spécialisé du type utilisé pour détecter les falsifications et les restaurations. Sous la lumière UV, un filigrane caché devint visible, invisible à l'œil nu. Lucas décrivit ce qu'il voyait, un sceau qui ne correspondait pas à l'origine supposée du document. Les spécialistes l'examinèrent de près, croisant les bases de données d'authentification. La voix du docteur Carlos Silva était stupéfaite. Ce filigrane prouve que ce parchemin est une falsification, pas vieux du tout, créé au cours des 50 dernières années en utilisant des encres modernes et du papier vieilli artificiellement. C'était sur notre première ligne d'authentification. Nous avons failli le certifier comme authentique. Le docteur Ricardo commença immédiatement à enquêter sur l'origine des parchemins. En quelques minutes, il retraça un don fait par la société mère de MedGlobal il y a 30 ans. Le docteur Renata devint pâle. Lucas continua à examiner d'autres parchemins contestés que MedGlobal avait présentés comme preuve. Il trouva des filigranes similaires à ceux de 3 autres documents, tous des falsifications, tous conçus pour soutenir leurs revendications de propriété antérieure. L'enquête qui suivit révéla tout. Le fondateur de MedGlobal, M. Roberto Almeida, avait été un apprenti d'un praticien de médecine traditionnelle japonaise dans les années 1970. Ce praticien était un parent éloigné de la famille, Tanaka. Almeida avait obtenu accès à des formules partielles et avait ensuite créé des falsifications élaborées pour revendiquer la découverte indépendante. Il avait bâti toute son entreprise sur des connaissances volées. Lorsque le succès de Tanaka Pharmaceuticals a finalement éclipsé le sien, il a intenté le procès par vengeance. Les traductions impossibles de Lucas avaient exposé toute la farce. Les experts vérifièrent en silence puis livrèrent leurs conclusions. Le docteur Carlos Silva dit en premier « J'ai étudié la linguistique pendant 30 ans. Ce que cet enfant démontre est scientifiquement inexplicable, mais c'est réel. » Le professeur Ana Paula Costa souligna « Sa précision est incontestable. Le contexte culturel qu'il fournit, la compréhension émotionnelle des textes est sans précédent. » Le docteur Eduardo Santos ajouta « Il ne traduit pas seulement des mots, il accède à l'intention derrière eux, l'esprit des auteurs originaux. » L'évaluation du docteur Marcelo Pereira était prudente, mais définitive. Lucas ne montre aucun signe d'entraînement ou de tromperie. Il vit véritablement ses textes d'une manière unique pour lui. Je ne peux pas expliquer cela médicalement ou psychologiquement, mais je ne peux pas nier ce dont j'ai été témoin. Le docteur Patricia Oliveira conclut. Ses compétences sont empiriquement indéniables, peu importe si on peut les expliquer. Les traductions sont valides et doivent être acceptées comme preuve. Après des heures de test, Lucas semblait épuisé. Ses petites épaules tombaient.
Ses yeux lourds. Le docteur Marcelo nota. « Est-ce que ça va, Lucas ?» Les yeux du garçon brillaient à de larmes non versées. « C'est lourd, toute la tristesse dans les parchemins. La médecine devrait aider les gens, mais maintenant les gens se battent et mentent à son sujet. Cela rend les parchemins tristes. Cela me rend triste aussi. » Donna Maria le tira près d'elle, protectrice, et sentant la douleur du fardeau de son fils. Candy sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cet enfant portait un don qui pesait sur lui. Pourtant, il l'utilisait quand même parce que les parchemins voulaient être entendus. Il y avait plus de courage chez ce garçon de 8 ans que Candy n'en avait montré dans toute sa vie adulte. Le docteur Renata Vasconcelos demanda une conférence privée avec le docteur Ricardo. Elle revint 1 heure plus tard, sa voix tendue de colère et de défaite, incontrôlée. À la lumière des découvertes, MediGlobal a retiré toutes les contestations d'authenticité. Le brevet impérial et les traductions de Lucas Johnson resteront incontestés. Nous réévaluerons notre position sur l'ensemble du processus. Code pour « Ils savaient dire qu'ils avaient perdu ». Dehors, les journalistes se pressaient. L'équipe de sécurité de Candy créa un couloir de protection. Mais les questions venaient en et comme des attaques. Est-il vrai qu'un enfant de 8 ans a sauvé votre entreprise? Comment lit-il les langues anciennes? Allez-vous exploiter le don de cet enfant? Candy s'arrêta. Pour la première fois de sa carrière, il parla avec émotion au lieu de calcul. Lucas Johnson est un enfant extraordinaire, avec un don que nous ne comprenons pas entièrement. Il nous a aidés à découvrir la vérité, non seulement sur des documents anciens, mais sur ce qui compte vraiment. Il n'est pas un outil ou une curiosité. Il est une personne remarquable qui mérite protection et respect. Quiconque essaie de l'exploiter ou de lui faire du mal aura affaire à moi, personnellement. Les yeux de Donna Maria s'adoucirent, surprise par sa protection féroce. Lucas regarda Candy et sourit légèrement. Un petit geste de confiance qui semblait plus précieux que n'importe quelle victoire corporative. Dans la voiture de retour vers le penthouse, Lucas s'endormit contre sa mère, épuisé émotionnellement et physiquement. Donna Maria chuchota à Candy. « Merci de l'avoir protégé là-dedans. Vous n'étiez pas obligé de parler comme ça. » Candy regarda l'enfant endormi, si petit et pourtant capable de choses si impossibles. « Donna Maria, votre fils a sauvé mon entreprise, mais je pense qu'il est peut-être en train de sauver quelque chose de plus important. » Quoi? Candy fit une pause, mal à l'aise avec la vulnérabilité, mais continuant. Ma capacité à être humain à nouveau. Les lumières tuées de la ville passaient à travers les fenêtres alors qu'il conduisait dans le trafic nocturne de São Paulo. Devant se trouvait la bataille finale au tribunal. Mais Candy réalisa que le résultat importait moins que ce qu'il choisirait de faire de la victoire. Lucas lui avait montré que certaines choses ne pouvaient pas être mesurées ou contrôlées, que la sagesse coulait à travers des vaisseaux inattendus, que les vérités les plus précieuses venaient souvent des paquets les plus improbables. La question était maintenant, honorerait-il cette leçon? 2 semaines s'étaient écoulées depuis la vérification des spécialistes. La date du tribunal arriva avec le poids du but. Le tribunal fédéral de São Paulo était bondé. Chaque siège rempli d'avocats, de journalistes et de cadres de l'industrie pharmaceutique, observant l'affaire qui avait captivé l'attention internationale. Candy s'assit à la table de l'auteur avec le docteur Ricardo et son équipe juridique, projetant la confiance calme qui l'avait servi tout au long de sa carrière. Mais ses mains, cachées sous la table, étaient fermées. Donna Maria et Lucas étaient assis dans la galerie. Le garçon semblait nerveux, malgré son don extraordinaire, ses petites mains croisées sur ses genoux, ses yeux parcourant le tribunal imposant. La juge Patricia Oliveira présidait, la même spécialiste de la dynastie Qing qui avait été témoin des capacités de Lucas lors de la vérification. Son expression était neutre, professionnelle, ne révélant rien. L'équipe juridique de MediGlobal était visiblement contenue après le désastre de la vérification.
Le docteur Renata Vasconcelos était assise avec une posture rigide, sa confiance habituelle remplacée par un calcul prudent, mais ils n'avaient pas retiré l'affaire. Au lieu de cela, ils avaient bon changé pour une nouvelle stratégie, cherchant un accord réduit de 800 millions de réais au lieu des 2,8 milliards originaux. Son argument, même si le brevet impérial était authentique, la loi moderne sur la propriété intellectuelle devrait annuler les vieux documents. Le docteur Ricardo livra la déclaration d'ouverture avec une précision systématique. La preuve est claire et irréfutable. Le brevet impérial a été authentifié par 5 institutions indépendantes. Les traductions de Lucas Johnson ont été vérifiées par des spécialistes nommés par le tribunal. Les supposées preuves du de Mediglobal ont été exposées comme des falsifications élaborées. Il y a une chaîne de propriété claire et ininterrompue à travers la lignée de la famille Tanaka, couvrant 2 siècles. La Tanaka Pharmaceuticals a été légitimement bâtie sur les connaissances ancestrales protégées par décret impérial. Le contre-argument du docteur Renata était intelligent, très digne. Le brevet impérial est un artefact historique fascinant, mais ce n'est pas un document juridique, moderne, contraignant. La dynastie Qing est tombée en 1912. Son autorité juridique a pris fin il y a plus d'1 siècle. Les brevets pharmaceutiques modernes exigent des normes différentes, des processus différents, des preuves différentes. Le docteur Kendi devrait être obligé de démontrer que sa formule actuelle correspond exactement à la formule historique. La charge de la preuve lui incombe pour montrer une continuité ininterrompue. Puis elle jeta son atout. Le docteur Renata présenta des analyses chimiques du produit phare de la Tanaka Pharmaceuticals. Les rapports montraient des composés synthétiques, des processus de fabrication modernes, des agences stabilisateurs qui n'existaient pas en 1823. Ce n'est pas la même formule de 1823, argumenta-t-elle. Le docteur Kendi l'a largement modifiée en utilisant la chimie contemporaine. Si la formule a été altérée, le brevet impérial ne s'applique pas. La chaîne d'authenticité est brisée. Le docteur Ricardo demanda une révision pour confirmer dans la salle de conférence. Kendi fit face à une vérité difficile. La formule avait été modernisée. Son grand-père et son père avaient apporté des améliorations en utilisant la science contemporaine, améliorer l'efficacité, améliorer la stabilité de conservation, développer de meilleures méthodes de livraison, mais les composants médicinaux centraux restaient les mêmes. Était-ce toujours la même formule? Est-ce que cela importait légalement? Nous pouvons plaider l'évolution progressive, dit le docteur Ricardo. Mais c'est risqué. La juge peut décider qu'une modification substantielle annule le brevet original. Kendi frotta ses tempes, sentant la pression de tout ce qui dépendait de ce moment. Puis il entendit une petite voix à la porte. « Docteur Kendi, puis-je vous dire ce que disent dans les parchemins ?» Lucas était là, s'étant éloigné de sa mère. « Pas maintenant. Lucas, » dit Kendi, frustré. « C'est une technicité juridique. C'est compliqué. » Mais Lucas persista avec cette certitude calme que Kendi avait appris à reconnaître. C'est pourquoi cela compte. Le guérisseur qui a fait la formule dit que la médecine est vivante. Elle doit grandir et changer. Kendi s'arrêta. Il se tourna vers le garçon. « Que veux-tu dire ? Dans l'un des parchemins, son arrière-grand-père a écrit que la bonne médecine s'adapte aux nouvelles connaissances. Il a dit que les générations futures devraient l'améliorer, pas la garder figée dans le passé. » Les yeux du docteur Ricardo cédèrent. « Quel parchemin? Peux-tu nous montrer ?» Lucas pointa un document spécifique dans son dossier de preuves. Un parchemin qu'ils avaient précédemment pensé ne contenir que des techniques de préparation. Il y a un passage que nous ne traduisons pas entièrement. Il s'agit d'héritage et d'amélioration. Lorsque le procès reprit, le docteur Ricardo demanda la permission de présenter une traduction supplémentaire. La juge Patricia Oliveira autorisa, bien que son expression montrât de la surprise. Lucas fut emmené à la barre des témoins, créant une sensation immédiate dans le tribunal.
Le docteur Marcelo Pereira, le psychologue pour enfants, était présent pour garantir le traitement approprié. Lucas prêta serment avec des modifications appropriées pour les enfants, sa petite main sur la Bible, sa voix claire alors qu'il promettait de dire la vérité. Le docteur Ricardo le guida gentiment. « Lucas, peux-tu lire ce passage au tribunal ?» Lucas étudia le parchemin projeté sur l'écran du tribunal, puis traduisit avec cette même voix ferme qui était devenue familière. « Je donne cette formule à mes descendants non pas comme une relique fixe, mais comme une fondation. Construisez dessus, améliorez-la avec de nouvelles connaissances. La médecine doit évoluer à mesure que la compréhension grandit. Le noyau reste, guérissez avec respect pour la sagesse de la nature, mais ne craignez pas d'améliorer ce que j'ai commencé. C'est ainsi que la guérison progresse. » Le tribunal resta dans un silence stupéfait. Le docteur Renata Vasconcelos s'approcha de la salle d'interrogatoire en se déplaçant prudemment, consciente de l'optique de défier un enfant devant les caméras et la presse. « Lucas, comment peux-tu être sûr que c'est ce que les caractères signifient ? Les langues anciennes peuvent être interprétées de plusieurs façons. » Lucas lui fit face directement. « Je ne lis pas seulement les caractères. Madame, j'entends ce que le guérisseur voulait dire quand il les a écrits. Il voulait que sa famille devienne la meilleure médecine, pas qu'elle la garde la même pour toujours. » Renata essaya un autre angle. « Mais tu n'as que 8 ans. Comment peux-tu comprendre des concepts médicaux complexes et des intentions juridiques ?» La réponse de Lucas fut simple et profonde. « Je ne comprends pas toute la médecine, mais je comprends ce qu'il a ressenti quand il l'a écrit. Il ressentait l'espoir que les futurs guérisseurs seraient les plus sages que lui. » La juge Patricia Oliveira se pencha en avant, regardant directement Lucas. Lucas, dans sa compréhension de ces parchemins, Hiroshi Tanaka avait-il l'intention que cette formule reste exactement telle qu'il l'a créée? Lucas secoua la tête. « Non, madame, il savait que la médecine à son époque n'était pas parfaite. Il voulait que sa famille continue d'apprendre, continue de s'améliorer. La partie importante était l'intention de guérir, pas les ingrédients exacts, et la formule moderne, selon son évaluation. Porte-t-elle cette même intention? » Lucas regarda Kendi. La pause sembla éternelle. « Alors, oui. Maintenant, oui. » 3 mots qui portaient le poids du jugement et de l'espoir. Le docteur Renata Vasconcelos demanda une conférence avec son client. Roberto Almeida Jr., PDG de MedGlobal, semblait vaincu, acculé par les preuves et l'exposition. Ils revinrent après 20 minutes. « Votre honneur. » La voix du docteur Renata était tendue, à la lumière des nouvelles preuves et du brevet impérial authentifié. MedGlobal se retire de son procès dans son intégralité. Nous reconnaissons la propriété légitime de la famille Tanaka et offrons nos excuses pour ce défi infondé. Le marteau de la juge Patricia Oliveira s'abattit avec un but décisif. Le procès est classé avec préjudice. Le tribunal considère que Tanaka Pharmaceuticals a démontré la propriété claire et légitime de la formule des 5 éléments, tant dans sa forme historique que dans son adaptation moderne. Le brevet impérial est un document valide de création originale et d'héritage voulu. Le tribunal était en ébullition. L'équipe juridique de Kendi célébrait avec une joie professionnelle. Madame Maria tira Lucas dans une étreinte serrée. Les médias se précipitèrent pour rapporter le verdict. Mais Kendi ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de triomphe, mais de la tristesse. Il avait gagné. Son entreprise était en sécurité. Mais les mots de Lucas résonnaient. Oui, maintenant oui. Ce qui signifie que ce n'était pas le cas avant. Le garçon avait vu à travers lui, voyant que le profit et la part de marché étaient désormais devenus des objectifs au lieu de moyens pour la guérison. Il avait presque perdu de vue ce à quoi servait la formule, dehors, lors de la conférence de presse. Kendi fit une déclaration qui surprit même sa propre équipe. Le verdict d'aujourd'hui affirme ce que mon ancêtre a créé il y a 200 ans. Mais le témoignage de Lucas m'a rappelé quelque chose de plus important.
Pourquoi cela a-t-il été créé? La médecine existe pour guérir, pas pour générer du profit. J'ai perdu de vue cette vérité. À partir de maintenant, la pharmaceutique Tanaka honorera son intention originale derrière notre formule. Les journalistes demandèrent des détails. Nous allons créer la fondation Hiroshi Tanaka pour fournir un accès accessible à nos médicaments aux communautés nécessiteuses. Nous financerons également la recherche sur les méthodes de guérison traditionnelles que la médecine moderne a négligées. Le profit servira la guérison, et non l'inverse. Après la conférence de presse, alors que la foule se dispersait, Lucas s'approcha de Candy. Le garçon semblait fatigué, émotionnellement épuisé par l'expérience au tribunal, pour avoir porté le poids de la sagesse ancienne dans un si petit corps. Dr Candy, maintenant que les parchemins ont raconté leur histoire et que l'affaire est terminée, ma mère et moi devons retourner juste au ménage. Vous nous oublierez. La question perça le cœur de Candy comme rien de ce qu'il avait jamais fait. La main de Madame Maria pressa l'épaule de Lucas, son visage montrant qu'elle s'était posé la même question. Se rémit-il juste des outils utiles à jeter, maintenant que leur but avait été rempli? Candy regarda cet enfant remarquable qui avait sauvé son entreprise. Oui, mais qui avait fait quelque chose de bien plus important. Lucas avait défié ses suppositions, lui montrant que la sagesse transcende l'âge et l'origine, que les vérités les plus précieuses viennent souvent enveloppées comme dans les paquets les plus inattendus. Ce garçon, qui entendait des chuchotements dans d'anciens parchemins, avait fait se souvenir à un milliardaire cynique ce que signifiait vraiment la guérison. Il réalisa que son pentousque stérile avait semblé différent ces dernières 2 semaines, vivant, chaleureux, déterminé, et ainsi de suite, à cause de la gentillesse silencieuse de Madame Maria et de la présence extraordinaire de Lucas. La victoire corporative semblait vide comparée à la question dans les yeux de Lucas. « Allez-vous nous oublier ?» Candy s'agenouilla au niveau de Lucas, un geste qui était devenu naturel au cours de ces semaines transformatrices. Mais la réponse que ce moment méritait exigeait plus que des mots prononcés dans un hall de tribunal. « Non, Lucas, dit-il doucement, je n'oublierai pas, mais nous en parlerons correctement tous les 3 ce soir. Pour l'instant, la victoire au tribunal était gagnée. La bataille juridique était terminée, mais le vrai test ne faisait que commencer. Quel genre d'homme Candy choisirait-il d'être? 3 jours s'étaient écoulés depuis la victoire au tribunal. Le pentouse de Candy semblait suspendu dans un limbe inconfortable. Madame Maria et Lucas étaient toujours là, travaillant toujours comme femme de ménage et son fils, mais la tension dans l'air était palpable. Que se passe-t-il maintenant? La question planait non dite entre eux. Candy était assis seul dans son bureau, se confrontant à lui-même d'une manière qu'il avait évitée pendant des années. Son pentouse était minimaliste, cher, vide. Il l'appelait toujours efficace, organisé, un reflet de son esprit concentré. Maintenant, il semblait stérile, sans vie. Avant Madame Maria et Lucas, il avait vécu comme une machine. Travail, sommeil, répétition, sans amis, sans liens familiaux, sans chaleur. Il pensa à son ex-femme, Juliana. Elle était partie il y a 8 mois, avec des mots qui faisaient encore mal. « Tu es marié à ton entreprise, pas à moi. » Il avait écarté cela à l'époque comme son incapacité à comprendre l'ambition, à comprendre ce que la construction d'un empire exigeait. Maintenant, il voyait la vérité. Elle avait raison. Il avait choisi des marges de profit au lieu du partenariat, des données au lieu de l'intimité. Il avait bâti un empire de 4 milliards, 200 millions de réais, mais perdu son humanité dans le processus. Le pentouse n'était qu'un symptôme de la maladie. Beau visage, complètement vide. Mais Lucas avait d'une manière ou d'une autre réveillé quelque chose de dormant chez Candy. Pas seulement la gratitude pour avoir sauvé l'entreprise, bien que ce soit là, quelque chose de plus profond, de plus terrifiant, une sollicitude authentique pour une autre personne, l'instinct protecteur quand les journalistes affluaient vogueux vers Lucas, la fierté de le voir témoigner avec un courage calme, la chaleur quand Lucas lui souriait,
Ces sentiments effrayaient de Candy plus que n'importe quel procès ne l'avait jamais fait. Et Donna Maria, avec sa dignité calme, la façon dont elle protégeait Lucas férocement, tout en lui enseignant la gentillesse, sa force en tant que mère célibataire, travaillant dans plusieurs emplois, sa sagesse en laissant Lucas utiliser son don, tout en s'assurant qu'il gardait les pieds sur terre. Candy était anxieux pour les nuits où elle était là. Sa présence faisait ressembler le penthouse à une maison. Il était à un carrefour. Il pouvait les remercier, fournir une compensation généreuse, les renvoyer, retourner à sa vie efficace et vide, ou il pouvait choisir quelque chose de terrifiant. Connexion. Laisser ces deux personnes entrer dans sa vie de façon permanente, risquer de s'attacher, risquer la vulnérabilité, risquer le changement. Candy prit son téléphone et appela le docteur Ricardo. « J'ai besoin que vous écriviez quelque chose d'inhabituel. » Il expliqua son intention. Il y eut une longue pause sur la ligne. « Candy, êtes-vous sûr? C'est un grand engagement. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Cette nuit-là, Candy invita Donna Maria et Lucas dans son bureau. Ses mains tremblaient pendant qu'il arrangeait les chaises. Il remarqua la surprise de sa propre nervosité. Il avait négocié des milliards de dollars sans trembler, mais cela importait plus. Ils arrivèrent. Lucas portant un dessin qu'il avait fait, Donna Maria sentit que quelque chose d'important arrivait, sa posture protectrice. Avant que Candy ne puisse parler, Lucas lui donna le dessin. Il montrait 3 figures, un grand homme, une femme et un petit garçon, avec ses mains devant une maison. Au-dessus d'eux, dans une calligraphie d'enfants soignés, la famille est là où le cœur apprend à écouter. Candy le regarda, l'émotion serrant sa gorge. Il commença désordonné, non habitué à l'émotionnel. « Donna Maria, Lucas, ces dernières semaines ont été extraordinaires, non seulement parce que nous avons gagné l'affaire, mais parce que vous m'avez montré quelque chose que j'avais perdu. » Donna Maria écoutait attentivement, son bras protecteur autour de Lucas. « J'ai bâti une entreprise prospère, mais je l'ai bâtie au prix de tout le reste. J'ai été seul pendant des années, et je me suis dit que c'était de la force, de l'indépendance. Mais vous m'avez aidé à voir que c'était juste vide. » Il se tourna vers Lucas. « Tu m'as demandé si je vous oublierais? La réponse est non. »« Je ne pourrais pas, même si j'essayais. Vous avez tout changé. » Candy s'agenouilla au niveau des yeux de Lucas, le geste qui était devenu naturel entre eux. « J'aimerais vous demander à toi et à ta mère quelque chose, pas en tant que mes employés, mais en tant que personnes pour lesquelles j'ai commencé à me soucier profondément. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Envisageriez-vous de rester ici, pas dans les chambres d'amis, mais dans une vraie maison? Me laisseriez-vous faire partie de votre famille? » La réponse immédiate de Donna Maria fut la résistance. « Docteur Candy, vous avez été incroyablement généreux. L'augmentation de salaire, le fonds éducatif pour Lucas. Nous ne pouvons pas accepter plus. » Candy se leva, lui faisant face directement. « Je n'offre pas la charité. Donna Maria, je demande une famille. Je demande si vous me donneriez la chance d'être plus que le simple employeur de Lucas, d'être quelqu'un qui se soucie de vous deux, qui veut vous soutenir, non par obligation, mais par affection authentique. » Sa voix l'avertit. « Cette pièce a été une vitrine pendant des années, belle, mais vide. Quand vous êtes ici, elle semble vivante. Quand Lucas rit dans le couloir, quand vous chantez pendant que je prépare le dîner, quand je rentre à la maison et que cela ne ressemble pas à un mausolée, c'est ce qui m'a manqué. » Il expliqua les arrangements pratiques. L'aile ouest avait été réformée en chambre, privée, pour eux, entrée séparée, cuisine complète, salon. Donna Maria n'aurait pas d'obligation professionnelle, une bourse pour Lucas dans n'importe quelle école qu'il choisirait. En plus du financement pour leurs besoins éducatifs uniques, santé, sécurité, voyage, tout fourni, documents juridiques garantissant leurs droits et protections, et le plus important, la liberté de partir à tout moment qu'ils voudraient. Ce n'est pas une cage dorée.
C'est une maison que j'espère que vous choisirez de partager. La voix de Donna Maria trembla. Docteur Kendi? Kendi, j'ai été seul avec Lucas depuis, avant sa naissance. Nous survivons seuls. Je ne sais pas comment laisser entrer une autre personne. Je comprends. J'étais aussi seul. Peut-être que nous pourrions apprendre, ensemble. Elle regarda son fils. Lucas, qu'en penses-tu? La réponse de Lucas fut immédiate. Je veux rester, maman. Le docteur Kendi a besoin de nous. Et nous avons aussi besoin de lui. Le garçon s'approcha de Kendi. Vous êtes seul, n'est-ce pas? Comme les parchemins étaient montés seuls en attendant quelqu'un pour les entendre. Kendi sentit les larmes piquer ses yeux. Quand était la dernière fois qu'il avait pleuré? Oui, Lucas. J'étais très seul. Tu n'as plus besoin de l'être. Maman et moi savons aussi ce que c'est d'être seul. Mais nous ne sommes pas seuls ensemble. Tu ne pourrais pas être seul avec nous. Madame Maria regarda entre Kendi et son fils. Elle vit une émotion authentique sur le visage de Kendi. Pas de calcul ou de pitié. Elle vit l'espoir de Lucas, sa connexion avec cet homme compliqué. Elle prit sa décision. Essayons. Pas de promesse pour toujours. Mais essayons. Kendi expira sans réaliser qu'il avait retenu son souffle. C'est tout ce que je demande. Une chance. La semaine suivante, ils firent pour la transition. Les biens modestes de Madame Maria et Lucas semblaient petits dans l'aile réformée, mais ils la firent leur. Les dessins de Lucas allèrent sur les murs, les photos de Madame Maria sur les étagères, ses touches personnelles transformant le vide coûteux en maison. Kendi aida Lucas à ranger sa chambre. Le garçon voulait son lit près de la fenêtre pour que je puisse voir les étoiles. Elles me rappellent le parchemin. Toutes les vieilles voix chantant. Ils organisèrent donc des dîners de famille, les premiers de Kendi depuis des années. Madame Maria cuisinait parfois. Il commandait de la nourriture dans d'autres. Parfois, Kendi essayait d'aider avec des résultats désastreux qui faisaient rire Lucas. Lucas faisait ses devoirs sur l'îlot de cuisine pendant que Kendi travaillait à proximité. La pièce était remplie de sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Rire. Conversation. Les questions sans fin de Lucas surtout. L'équipe de Kendi remarqua le changement. Il souriait plus, se calmait, montrait de la patience. Il tint sa promesse au tribunal, établissant la fondation Hiroshi Tanaka pour la médecine accessible. Lucas aida à la nommer, expliquant quelle était l'initiative originale. Fournir des médicaments gratuits aux communautés nécessiteuses. Madame Maria, avec son expérience dans le travail communautaire, aida à concevoir des programmes accessibles. C'est devenu un projet familial. Kendi créa également la bourse Lucas Johnson pour les enfants aux dons inexplicables, finançant la recherche sur les compétences extraordinaires sans exploration, protégeant les enfants comme Lucas, tout en les aidant à se comprendre. Pourquoi les autres enfants qui entendent des choses ne se sentent-ils pas si seuls? Demanda Lucas. Exactement. De petits moments se sont réunis en une vie. Kendi apprit les échecs à Lucas. Surpris par la compréhension intuitive du garçon, Lucas apprit à Kendi à dessiner, riant de ses tentatives de maladroite. Madame Maria partagea des histoires de son enfance dans le Minas Gerais. Kendi partagea avec hésitation des souvenirs de son père, rigoureux. Ils regardèrent des films ensemble, discutèrent des garnitures de pizza, développèrent des blagues internes. Une nuit, environ 1 mois après leur emménagement. Kendi réalisa quelque chose de profond. Il était à la maison tous les soirs pour le dîner. Il avait refusé des voyages d'affaires pour rester avec Madame Maria et Lucas. Il avait choisi du temps avec eux au lieu d'opportunités de gagner de l'argent, et il ne le regrettait pas. Ses métriques de succès avaient fondamentalement changé. « Docteur Kendi, vous êtes en mode différent maintenant », observa Lucas. « Comment ça, vous entendez mieux? Pas seulement avec vos oreilles, mais avec la partie silencieuse à l'intérieur, comme je vous l'ai dit à propos des parchemins. » Kendi réalisa que le garçon avait raison. Il apprenait à entendre des choses au-delà des données et de la logique, des vérités émotionnelles, des besoins humains.
les chuchotements de ce qui comptait vraiment. Madame Maria arrêta de l'appeler Dr Kendi en particulier. Elle commença à croire que sa sollicitude était authentique. Il s'ouvrit sur ses peurs en tant que mère célibataire. Son inquiétude que le don de Lucas fasse de lui une cible. Kendi promit. « Je le protégerai comme s'il était mon propre fils. Je vous protégerai tous les deux. » Et Madame Maria le crut. Tard dans la nuit, Kendi travaillait dans son bureau lorsque Lucas apparut en pyjama en se frottant les yeux. « Je n'arrive pas à dormir. Les parchemins sont calmes maintenant. Ils ont fini leur chanson. Mais j'en entends une nouvelle commencer. » « Une nouvelle chanson ? Oui, c'est à propos de la famille et de la maison et d'apprendre à guérir avant de guérir les autres. C'est votre chanson, Dr Kendi, et celle de ma mère. Nous la faisons ensemble. » Kendi tira le garçon dans une étreinte, une affection physique qu'il avait évitée pendant des années. « J'aime notre chanson. Lucas. Moi aussi. » Alors que Lucas retournait au lit. Kendi retourna à son travail, mais c'était différent maintenant. Pas tout consommateur, pas son seul but, juste une partie d'une vie plus pleine. Une vie avec famille, connexion, sens au-delà du profit. Les vieux parchemins les avaient unis, mais ce qu'ils construisaient de maintenant était entièrement nouveau et infiniment plus précieux que n'importe quel empire. Waouh, quel rebondissement, n'est-ce pas? À chaque mot de Lucas, à chaque secret révélé, nous sentons l'énergie du passé se connecter avec le présent. C'est comme si les parchemins eux-mêmes nous appelaient à écouter cette histoire. Et vous, qui êtes ici avec moi, ressentant chaque émotion, chaque frisson, je sais que vous comprenez le pouvoir d'une narration qui touche l'âme. Si ce voyage vous émeut, si la curiosité vous pousse et que le cœur vous dit qu'il y a quelque chose de plus, alors vous faites partie de cette communauté. Ne laissez pas cette connexion se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable? Un moment où l'intuition vous a guidé vers une vérité que la logique ne pouvait pas atteindre? Partagez votre histoire, votre lumière, et aidez-moi à découvrir quels autres mystères l'univers veut que nous explorions ensemble. Votre voix est importante ici.